Bonjour à tous, nous avons une vidéo sur des exercices sur les pourcentages. Alors, pourcentage, taux, indice, un peu de proportionnalité, bref, des thèmes qui sont tout à fait similaires, qu'on aborde sous des angles différents, qui représentent des notions qui sont supposées être assimilées depuis le collège, hein, pratiquement pour toutes, et qui pourtant peuvent éventuellement poser problème suivant l'énoncé auquel on a affaire. Donc nous allons voir effectivement différentes choses. Évidemment, rappelez bien les bases du calcul d'un taux ou d'un taux de variation, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une notion centrale, mais aussi, bien entendu, utiliser la notion de coefficient multiplicateur qui est si utile en mathématiques financières, par exemple. Dans le premier exercice, nous allons nous intéresser à quelques variations de l'indice CAC 40, dont je vous montre ici un graphique d'évolution de 1988, 1er janvier 1988, qui est le premier jour effectif d'utilisation de l'indice CAC 40, jusqu'à nos jours, entre guillemets, c'est-à-dire au premier trimestre 2020, où on voit une forte chute due à la crise du Covid-19. Alors entre-temps, nous pouvons observer 2 bosses très importantes, donc des montées fulgurantes suivies de chutes vertigineuses, l'une autour des années 2000, l'autre autour des années 2008. Heu, Mis à part ces 2 bosses, nous avons une croissance de cet indice CAC 40 qui, malgré quelques fluctuations locales, on va dire, semble, relativement régulière. De l'indice 1000 au départ à sa création, jusqu'à aujourd'hui où on tourne autour de 5000. Alors les 2 bosses, je ne suis pas économiste, mais pour juste en parler pour l'anecdote, sont dues à des spéculations, puis, des éclatements de bulles spéculatives. Donc la première était, une crise liée à internet avec l'apparition de très nombreuses startups sur l'internet, puis, l'effondrement, lié à, la chute, d'un très grand nombre de startups. Et puis nous avons une montée des spéculations immobilières, de 2005 à 2008, puis l'effondrement, donc la fameuse crise des subprimes immobilières. Voilà, donc mis à part, ces 2 grandes bosses, nous avons des fluctuations, nous avons, une croissance qui se fait à un rythme, qui est à peu près, correspondant à ce qui peut s'observer dans, le reste du monde, dans les pays occidentaux en tout cas. Alors, quelques chiffres pour quelques calculs à partir de là. Quelques faits marquants ici, le CAC 40 a atteint son record maximum le 4 septembre 2000 à 6 944,77 points, puis s'est effondré jusqu'à 2401,15 points le 12 mars 2003. Donc l'éclatement de la bulle Internet, d'où une première question qui est posée, quel a été le pourcentage de chute de l'indice entre le 4 septembre 2000 et le 12 mars 2003? Donc, on nous demande un pourcentage ou un taux, ça se calcule par le rapport V2 moins V1 sur V1, V1 étant la valeur initiale et V2 la valeur finale, toujours dans l'ordre chronologique des événements. Donc ici, on avait 6 944 pour V1, 2401 pour V2 et donc on va calculer V2 moins V1 sur V1. Si on calcule ce strict rapport, on obtient ce qu'on appelle le taux. Si on multiplie le résultat par 100, on obtient le pourcentage. Donc le taux V2 moins V1 sur V1 va nous donner moins 0,65, etc. Donc j'arrondis à 65 ici en lecture, ce qui représente donc moins 65%. Je rappelle que % veut dire divisé par 100, et effectivement, moins 65 divisé par 100, ça donne aussi moins 0,65. Donc ça, c'est un taux. Si on voulait répondre clairement par le pourcentage est, eh bien le pourcentage, c'est le nombre qui se trouve devant le signe pourcent. Donc c'est moins 65,425. Vérifions que la hausse annoncée entre 2003 et 2007 est bien de 150%. Alors, c'est le deuxième point d'information. Pendant une période d'environ 4 ans, l'indice a bénéficié d'une hausse environ 150%, à partir de 2401, pour franchir à nouveau la barre des 6000 points le 2 mai 2007. Très bien, alors vérifions que 2401 augmenté de 150% nous conduit à quelque chose qui est légèrement supérieur à 6000. Et donc, cette fois-ci, je connais le taux et je cherche une valeur. Donc, je vais avoir un peu plus de mal à utiliser la formule qui donne le taux, mais je vais plutôt utiliser mon
taux dans un calcul qui sépare V1 et V2. Donc ici, V1 plus 150% de V1 donne V2. Après calcul, 6002,875. Effectivement, je dépasse la barre des 6000 points. Pour des explications plus détaillées sur les formules, je vous ramène à la vidéo précédente qui est une vidéo d'explication du cours, hein, sur laquelle il y a des formules montrées, des exemples traités, etc. Donc on ira un petit peu plus vite dans ce TD. Question 3. Mi-juillet 2007, quelle valeur en euros représentait l'indice? Alors, troisième indice, ici, troisième information, mi-juillet 2007, l'indice représentait environ 70% de la capitalisation totale de la place de Paris, soit 1300 milliards d'euros. Effectivement, hein, puisque l'indice CAC 40 représente la capitalisation totale des 40 entreprises les plus performantes du moment. Liste d'entreprises renouvelée tous les 3 mois pour le CAC 40. Donc, ces 40 entreprises représentaient 70% de la capitalisation totale de la place de Paris, 1300 milliards d'euros pour ces 70%-là. Au début 2018, la capitalisation est d'un peu moins de 1000 milliards d'euros. Question, mi-juillet 2007, quelle était la valeur en euros? Quelle valeur en euros représentait l'indice? Alors, on nous l'a dit, 1300 milliards d'euros. Parfois, une question peut sembler être liée à un calcul. Ici, non, c'était juste la lecture de l'énoncé. Quatrième question, par contre, entre mi-juillet 2007 et début janvier 2008, quel a été le pourcentage de baisse de la capitalisation boursière de la place de Paris? Et on est passé de 1300 à 1000. Et donc, on va utiliser ces valeurs en tant que V1 et V2. Et donc, on va calculer, comme toujours, V2 moins V1 sur V1. Alors, capitalisation boursière, j'ai décidé ici de parler en milliards d'euros. Oui, tout à fait, 1300 sur 0,7. Donc là, c'était un petit peu l'idée ici dans cette question, c'est-à-dire de passer à ce que représentait le CAC 40. Alors, ce qui nous donne l'occasion d'utiliser un coefficient multiplicateur. Alors, je vous explique un petit peu le calcul. Donc ici, je dis que 1300 milliards d'euros représentent 70% de la capitalisation de la place de Paris. Donc, je veux calculer la valeur totale de la capitalisation de la place de Paris. Cette dernière multipliée par 70% donne 1300. Donc 1300 divisé par 70% donne cette dernière. 1300 divisé par 0,7. Encore une fois, si ce calcul n'est pas clair pour vous, prière de vous référer à ma vidéo précédente où j'explique tout. Alors, sur la place de Paris, on était à 1857,14 milliards d'euros. Et effectivement, c'était important à calculer parce qu'on nous dit, si on lit bien l'information, au début 2008, la capitalisation, c'est-à-dire de la place de Paris, est d'un peu moins de 1000 milliards d'euros. Donc en fait, on n'est pas passé de 1300 à 1000, on est passé de 1857 à 1000. Et donc nous avons V1 et V2 qui sont ces valeurs-là. Donc V2 pour 1000 et V1 pour 1857. V2 moins V1 sur V1, ça donne moins 46,15%. Deux autres informations pour en finir avec ce CAC 40 ici. À partir de 2008, une crise boursière a fait chuter à nouveau le CAC 40. C'est donc plus de 43,5% entre le 21 janvier et le 10 octobre, date à laquelle il passe sous les 3200 points, dont près de 22% dans la seule semaine du 6 au 10 octobre. Alors je ne lis que cet indice, on va voir si la question 5 se réfère seulement à celui-là. Si le 10 octobre 2008, on donne à l'indice une valeur de 3200 points, ce qui était donc à peu près le cas, combien de points valait-il le 21 janvier 2008? Donc en fait, on a eu, entre le 21 janvier et le 10 octobre, une baisse de 43,5%. Et donc, V1 multiplié par 1 moins 43,5% a donné un V2 de 3200. Donc V1 divisé, V2 pardon, divisé par 1 moins 43,5% va me redonner V1. Donc c'est 1663,7. Voilà. Bref, si je reviens sur les formules, hein, sans même les montrer, si V1 fois 1 plus P% donne V2, alors V1 est égal à V2 divisé par 1 plus P%. Que ce P% soit positif ou négatif. Ici, il est négatif puisqu'on avait affaire à un taux de baisse.
Dernière question qui est basée sur le dernier indice. Alors, on va déjà lire le dernier indice. Le lundi 13 octobre 2008, l'indice progressait de 11,18%. Donc, c'était la plus forte progression de l'indice depuis sa création. Et il est monté à 3531,5 points à la fin de la journée. Ce record survenait peu après le record inverse de la plus forte chute, le lundi 6 octobre, le fameux lundi 6 octobre, qui fait partie donc d'une très forte chute où il clôturait en baisse de 9,04% à 3711,98 points. Bon, on va essayer de prendre les informations qu'il nous faut pour la question 6. Combien valait l'indice au début et à la fin du 6 octobre 2008 et du 13 octobre 2008? Donc le 6 octobre, il avait baissé de 9,04% pour finir avec une valeur V2 donc de 3711,98. Ça, c'est le 6 octobre. Le 13 octobre, il avait progressé de 11,18% pour arriver à une valeur V2 de 3531,5. Alors encore une fois, V1 multiplié par 1 plus P% donne V2. Donc si vous cherchez V1, vous devez prendre V2 et diviser par 1 plus P%. Ce 1 plus P% étant ce qu'on a appelé dans le cours le coefficient multiplicateur. Très bien, donc 6 octobre au début, eh bien, la valeur V2 divisée par 1 plus P%. Alors pourquoi 0,9096? Parce que 1 plus P% vaut 1 moins 9,04%. Donc 1 moins 0,0904, résultat 0,9096. Voici notre coefficient multiplicateur qui fait le lien entre V1 et V2 directement. C'est-à-dire que V1 fois le coefficient donne V2, V2 divisé par le coefficient donne V1. Pour le 13 octobre, même logique, mis à part qu'on va avoir un coefficient supérieur à 1 puisqu'on avait une hausse entre V1 et V2, donc un pourcentage positif si vous préférez de variation. Donc V1 fois 1 plus 11,18% donnait V2. Ce coefficient 1 plus 11,18% vaut donc 1,1118, ce qu'on retrouve ici dans le calcul. Voilà, bien entendu, comme il s'agit d'une vidéo, je ne m'étends pas plus sur le sujet, vous avez l'occasion de réécouter, de revisionner. Et bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Allez, passons à un autre exercice. L'exercice 2 avait été traité dans la vidéo de cours. Plus simplement, si je veux calculer le taux que représente une valeur par rapport à une autre, par définition, il s'agit du rapport. Du rapport de la première par rapport à la seconde. Par rapport, ça porte bien son nom, on calcule le rapport, donc le résultat d'une division. La deuxième valeur citée dans chaque question étant la valeur de référence, donc c'est celle qui se retrouve au dénominateur. Donc ici, le taux de 20 par rapport à 25, c'est 20 sur 25. Donc 0,8, donc 80%. 50 divisé par 48, 1,042 égale 104,2%. 8 sur 32, 0,25 égale 25%. 56 sur 28, 2 égale 200%. J'attire votre attention sur le fait que entre 0,8 et 80%, par exemple, on ne va pas mettre une flèche. C'est pas 0,8 flèche 80%. La flèche n'a rien à voir ici dans l'affaire. C'est le signe égal. Ces deux nombres sont le même nombre. Ils sont égaux. D'accord ? 80% ne veut pas dire autre chose que 80 sur 100. Résultat 0,8. Maintenant, en termes de taux de variation. Taux de variation de 20 vers 25. Donc là, on parle de taux de variation, c'est-à-dire qu'on a une valeur initiale V1, 20, vers une valeur finale V2, 25. Donc le taux de variation, par définition, est V2 moins V1 sur V1, c'est-à-dire la variation divisée par la valeur de référence qui se trouve toujours être la première dans l'ordre chronologique. Donc cette fois-ci, le dénominateur, c'est la première valeur citée, donc piège à éviter. Ici, je vais bien sûr calculer 25 moins 20, le tout divisé par 20. Comme ici, je calculerai 48 moins 50, le tout divisé par 50, et ainsi de suite. Voici donc les résultats qu'on obtient. Donc la variation vaut ici plus 5 divisé par 20, ici moins 2 divisé par 50, ici plus 28 divisé par 28, donc j'ai une augmentation de 100%, ma valeur a doublé, elle a augmenté de 100%, et ici 56 vers 28, j'ai une baisse de 28, mais comparé à 56 moins 28 sur 56, c'est moins 0,5 en fait, la moitié, donc une baisse de 50%. Vous noterez que passer de 28 à 56,
c'est augmenter de 100%, passer de 56 à 28, opération contraire, c'est baisser de 50%. Le pourcentage n'est pas le même, tout simplement parce que il n'était pas calculé sur la même base. Le premier sur 28, le second sur 56. Les exercices intermédiaires ont été vus dans la vidéo précédente. Exercice 9. Cours de la bourse et consommation des ménages, y a-t-il proportionnalité? Là encore, on revient sur des définitions fondamentales. Si on veut savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, le plus direct, toujours un peu fastidieux, mais on n'a pas trop le choix, c'est de calculer différents rapports et de voir si ces rapports sont égaux. Est-ce que 3588 divisé par 115 est égal à 3825 divisé par 122,6, qui est égal à, etc., etc., etc. En fait, si on calcule les 4 rapports, on trouve à chaque fois à peu près 31,2. Alors évidemment, ça ne sera pas exactement 31,2 systématiquement, mais les rapports sont suffisamment proches pour qu'on puisse dire oui, il y a une relation de proportionnalité à peu de choses près. Chiffre d'affaires et nombre d'employés. On relève dans un groupe les évolutions comparées du chiffre d'affaires annuel et du nombre d'employés de l'entreprise pour la même année. Quelle formule pourrait-on établir pour calculer directement B, le nombre d'employés, en fonction de A, chiffre d'affaires? Apparemment, il y a une relation simple entre les deux, et puisqu'on est dans le thème de la proportionnalité, peut-être qu'on a une relation de proportion. Alors, si je regarde le rapport, divisons cette fois-ci le nombre du bas par celui du haut, ça sera certainement plus simple. J'ai un rapport de 1 à 6 entre le bas et le haut. Donc le nombre d'employés vaut ici 6 fois le chiffre d'affaires exprimé en millions d'euros. Est-ce que ça se reproduit ensuite? Oui. 300 à 1800, 320 à 1920, ça marche aussi. 280 à 1680, vous pouvez vérifier, ça fonctionne. Donc il semble bien qu'on ait une relation générale qui nous dise, finalement, quelle que soit l'année, B est égal à 6 fois A. Donc j'ai un coefficient de proportionnalité de la première vers la deuxième ligne qui est égal à 6. Donner une estimation du nombre d'employés pour que le CA monte à 350 millions d'euros en 2020. Je vais multiplier par 6, puisque cette relation est censée se reproduire. 350 millions d'euros multiplié par 6, ça va donner 2100 employés. Si en 2020, on compte 1560 employés en moyenne, donnez une estimation du chiffre d'affaires. Cette fois-ci, si on nous donne une valeur du bas, on va diviser par 6 pour estimer la valeur du haut. Tout simplement. Donc, on estime que ça correspond à un chiffre d'affaires de 260 millions d'euros. Voilà, donc on a ici une relation triviale qui ne tient pas compte de réalités plus subtiles et qui met directement en relation de proportionnalité le chiffre d'affaires d'une société et son nombre d'employés. Exercice 11. Un lot de 15 articles est vendu 87 €, mais ils peuvent être vendus à l'unité. Combien coûtent 6 articles? La version longue serait de calculer le prix d'une unité, donc d'un article, pour ensuite remultiplier par 6. 87 € pour 15 articles, bon, très bien, je divise 87 par 15. Ça n'a pas l'air très drôle comme ça, mais enfin ça peut se faire, hein. Je divise par 3 puis par 5, alors 87. Divisé par 3, ça nous donne 29. 29 redivisé par 5, eh bien ça va donner 5,8. 5,8 € par article. Bon, très bien. Et puis ensuite, je remultiplie ça par 6. 5,8 fois 6, et je montre combien coûte 6 articles. Et encore une fois, le montant de la facture est proportionnel à la quantité vendue. D'accord? Quel que soit le coût d'un article. Et donc, je peux faire un petit tableau de proportion qui dit, voilà, situation 1, 15 articles achetés, 87 €. Situation 2, 6 articles achetés, combien d'euros? Je fais un produit en croix et ça me fait faire les mêmes calculs, mais d'une manière un peu accélérée. Donc 6 fois 87 divisé par 15, 34,8 €. Et donc, je peux m'affranchir de la recherche du coût d'un article. Si je constate que, en fait, on peut faire l'usage d'une proportionnalité entre le nombre d'articles et le prix total. Exercice 12. Alors, un petit peu le même problème, hein. Si 100 grammes d'un aliment donné fournissent 300 kJ, combien une portion de 30 grammes fournit-elle?
Là aussi, on pourrait se dire, bon, ben, 100 grammes, 300 kilojoules, je vais tout diviser par 100 pour savoir combien de kilojoules j'ai pour 1 gramme, ça fait 3 kilojoules. Et ensuite, je multiplie par 30 pour 30 grammes, donc 3 fois 30, 90. Je peux aussi faire un petit tableau de proportion qui dit, ben, de toute façon, la quantité d'énergie contenue dans un aliment est proportionnelle à la quantité de cet aliment. Donc 100 grammes, 300 kilojoules, 30 grammes, produit en croix. 3 fois 300 divisé par 100, et j'aurai ma quantité d'énergie, 90 kilojoules. Complétez le tableau suivant, sachant que les deux listes sont inversement proportionnelles. Alors là, attention, elles sont inversement proportionnelles. Donc on a ici, il s'agit d'une manifestation qui se fait en extérieur, apparemment, où en fonction des différents mois, on a le nombre de jours de pluie constatés dans le mois. Donc en février, il a plu tous les jours, c'est une horreur. Et le nombre de visiteurs qu'on a eu à notre manifestation. Alors on se doute bien que plus il pleut et moins les gens viennent. Donc on ne peut pas dire que le nombre de jours de pluie et le nombre de visiteurs sont proportionnels. Par contre, on nous affirme qu'ils sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que l'un est proportionnel à l'inverse de l'autre. Alors, essayons d'être un peu plus subtils sans aller dans le détail des calculs, avant de se torturer l'esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie que, au lieu d'avoir des rapports qui doivent être égaux dans chaque colonne, eh bien, inversement, ça va être des produits qui doivent être égaux dans chaque colonne. Nombre de jours de pluie multiplié par nombre de visiteurs, c'est quelque chose qui doit rester constant. Et donc, dans un tableau de proportion, on pouvait utiliser des produits en croix pour trouver une valeur manquante. Ici, non, les produits en croix, ça ne fonctionne plus. Ce qui doit être égaux, ce sont les produits verticaux. D'accord? Et donc, on va voir un petit peu, si 28 fois 70 doit être égal à x fois 130, eh bien c'est que x doit être égal à 28 fois 70 divisé par 130. Donc c'est une espèce d'application de produit, mais pas en croix, de produits verticaux, et on divise par le nombre qui reste. Voilà cette notion d'inversement proportionnel. 28 fois 70, 1960. Chacun des autres produits doit avoir cette valeur. Donc je peux calculer le produit qui m'intéresse, une fois pour toutes. Et donc pour le nombre de jours de pluie au mois de mars, avec 130 visiteurs, ça veut dire que 1960 divisé par 130 va me donner une bonne estimation du nombre de jours de pluie dans ce mois. 15,08, donc 15 jours de pluie. En avril, 1960 divisé par 12 va me donner le nombre de visiteurs estimé, à peu près 163. D'accord? Et en mai, je divise 1960 par 245. En juin, 1960 divisé par 5. Voilà, et je constate que non seulement plus le nombre de jours de pluie diminue, plus le nombre de visiteurs augmente, mais les deux sont dans une relation qui n'est pas n'importe laquelle, ce n'est pas du tout aléatoire. Le produit de l'un par l'autre doit rester constant. C'est ça qui caractérise des quantités inversement proportionnelles. Problème complètement différent, à caractère géométrique cette fois-ci. On est avec des bouteilles, on a quelque chose de très physique. Une bouteille d'une capacité d'1,5 litre est partiellement remplie de jus d'orange. Calculez le volume restant, sachant qu'on a réalisé les mesures suivantes. À l'endroit, on remarque que le jus d'orange remplit un cylindre de 18 cm de hauteur. Et une fois la bouteille retournée, on constate que l'air remplit un cylindre de 12 cm de hauteur. Et on doit être capable d'en déduire, sachant que le volume total de la bouteille est d'1,5 litre, avec le goulot compris, on doit être capable d'en déduire sans connaître la forme du goulot, combien de jus d'orange il y a dans cette bouteille, comparé à 1,5 litre au total. Mais en fait, si on sait que l'air occupe un cylindre de 12 cm de hauteur, alors que le jus d'orange occupe un cylindre de 18 cm de hauteur, avec le même diamètre bien sûr, eh bien si la bouteille était parfaitement cylindrique, elle mesurerait 30 cm de hauteur, et le jus d'orange occuperait les 18/30 du volume. C'est aussi bête que ça, si on a compris comment on pouvait fonctionner avec nos cylindres. Les 18/30 du volume total, donc de 1,5 litre, eh bien ça représente 0,9 litres. Voilà. Et il reste 0,6 litres pour l'air. Voilà, donc pas besoin de tableau de proportion, on aurait pu, mais ça ne nous aurait pas apporté grand-chose. Il faut simplement comprendre que dans un cylindre de diamètre donné,
la hauteur de remplissage de quelque chose est proportionnelle au volume de cette quantité de liquide, par rapport évidemment à la hauteur totale et au volume total du cylindre. Un grand tableau cette fois-ci où on demande de compléter des valeurs et des pourcentages avec quelques indications données. Donc, trouver les valeurs manquantes en considérant un taux donné en première ligne d'une valeur donnée en première colonne. Alors, par exemple, en haut à gauche, on nous demande combien représente 1% de 40. Ça va pas être très difficile de découvrir qu'il s'agit de 0,4 par exemple. 1%, ça veut dire qu'on prend 1 centième de la valeur. Donc on prend la valeur, on divise par 100. Alors ce qui va pouvoir nous faire gagner du temps, c'est si on comprend bien la relation directe qui existe entre des pourcentages et des proportions. Si 1% de 40 représente 0,4, alors on va tout simplement savoir que 5% de 40 représente 5 fois plus. En passant de 1% à 5% d'une quantité, on a multiplié par 5. 0,4 fois 5, ça va donner 2. 5% de 40, ça vaut 2. Si je passe à l'avant-dernière colonne 50%, c'est 10 fois plus que 5%. Donc en quantité, je suis passé de 2 à 20. Et effectivement, 50% de 40, ça signifie la moitié de 40. Donc évidemment, c'est 20. 150%, c'est 3 fois 50%. Donc 3 fois 20, 60. Et ainsi de suite. Alors on peut aussi raisonner verticalement, de la même façon que ce que je viens de faire horizontalement. Si vous savez que 1% de 40 vaut 0,4, c'est pas la peine d'aller calculer 1% de 80. 80 vaut 2 fois 40, donc je multiplie 0,4 par 2 et je suis sûr de ma réponse ici, 0,8. Bon, et ainsi de suite, on arrive évidemment, et vous pourrez prendre le temps si vous voulez mettre en pause de lire un petit peu ce que j'ai affiché ici, à titre d'exemple, on arrive évidemment à un remplissage des valeurs manquantes systématiquement. Voilà. Alors, il y avait quelque chose d'un petit peu plus délicat, c'est quand on ne connaissait pas le pourcentage. Donc, par exemple, ici, j'avais la valeur 20 et la valeur 80 dans mon énoncé. Je me rends vite compte que 20 représente le quart de 80. Il suffit de diviser 20 par 80, on trouve 0,25, donc 25%. Voilà, donc il était vite fait de voir qu'on avait 25%. Ensuite, pour les autres valeurs de cette colonne, on pouvait très bien prendre celle-ci et les diviser par 2, puisque 25%, c'est la moitié de 50%. Donc de 20, je passe à 10, de 40, on passait à 20, de 50, je passe à 25, 150, 75, voilà, etc., etc. Donc on a des relations de proportionnalité dans tous les sens. Ce tableau est lui-même un grand tableau de proportionnalité. Exercice 16. Alors, on va faire des calculs maintenant qui impliquent des pourcentages. Monsieur D est représentant pour sa société. Sur le montant de chaque vente qu'il réalise, il touche cette année une commission de 15%. Donc ça veut dire que s'il vend pour 10 000 euros d'articles en tant que commercial, hein, pour sa société, eh bien, il y a 1 500 euros qui sont pour sa poche. Il gagne 15% du montant de ses ventes. Très bien. Alors, ce mois-ci, il a fait un chiffre d'affaires de 14 000 euros. Combien a-t-il gagné en commission? On vient de le voir, sa commission est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé et le coefficient de proportionnalité vaut 0,15, 15%. Alors là, donc on a un double choix dans la technique qu'on peut employer. Soit on maîtrise bien les formules, on passe par les formules et on sait quels calculs on pose. Soit on sait que des pourcentages signifient qu'il y a une proportionnalité et on fait un petit tableau de proportionnalité. Alors, donc c'est là qu'on a ce double choix. Évidemment, on ne fait pas les deux hein, sur une copie, on choisit le choix de gauche ou celui de droite. On sait que la commission est égale au taux, donc ici 15%, multiplié par le chiffre d'affaires. Et donc, il suffirait de calculer 15% de 14 000 pour trouver la valeur de la commission. Ou alors, on se dit, entre la commission et le chiffre d'affaires, alors j'ai oublié le C de CA, un chiffre d'affaires, sur ce tableau, entre les deux, il y a une relation de proportionnalité qui est très bien connue par les pourcentages. Si le chiffre d'affaires représente 100%, alors la commission en représente 15. Et donc si je connais une des deux valeurs en euros, je fais un produit en croix et je trouve la valeur manquante. Ça peut être bien aussi.
Alors, dans cette première question, évidemment, la commission vaut 15% de 14 000, donc 2100 euros. Mais avec un tableau, j'aurais organisé mes données de cette façon-là. En pourcentage, la commission vaut 15 alors que le CA vaut 100. En euros, le CA vaut 14 000, donc produit en croix, la commission vaut 2100. Je ne mets pas le résultat, hein, on l'avait à gauche. Donc le produit en croix va vous donner 2100. Le mois dernier, j'ai affiché trop de choses. Il a touché 850 euros de commission. Quel a été son chiffre d'affaires? Là encore, la formule nous dit la commission est égale à 15% fois le chiffre d'affaires. Cette fois-ci, on connaît la commission, on connaît 15%, on cherche le chiffre d'affaires, donc on va effectuer une division pour trouver le chiffre d'affaires. Donc 850 divisé par 15%, c'est-à-dire divisé par 0,15. Et le résultat vaut, à l'euro près, 5 667 euros. Mais si on n'est pas très à l'aise avec ça, on fait un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc en pourcentage, on connaît très bien la commission et le chiffre d'affaires. En euros, on les connaît moins bien, mais un produit en croix va vite nous faire trouver la valeur manquante. 850 fois 100 sur 15. Résultat, 5 667. Au même mois de l'an dernier, alors attention, les 15% c'est pour cette année, au même mois de l'an dernier, il avait touché 1032 euros de commission, bien sûr, pour un chiffre d'affaires de 8600 euros. Quel pourcentage de commission touchait-il sur ses ventes? La formule nous dit commission égale taux fois chiffre d'affaires. Donc la formule va nous dire 1032 égale taux fois 8600. Et donc, en manipulant un petit peu ça, le taux vaut 1032 divisé par 8600. 0,12, ce qui veut dire 12%. Le tableau de proportion, toujours le même, organisé de la même façon, nous montrait deux valeurs connues en euros, le 100% évidemment connu pour le chiffre d'affaires, et évidemment ce qu'on nous demandait dans la question, c'était le pourcentage de commission. Un produit en croix, 1032 fois 100 divisé par 8600 nous mène à 12%. Alors, le fait d'utiliser un tableau de proportion, c'est quelque chose qui est assez génial, c'est très pratique, ça nous évite d'employer des formules, et éventuellement de faire un calcul à l'envers sans s'en apercevoir, de faire un faux calcul. Une fois qu'on a tout bien organisé dans ce petit tableau, le produit en croix nous permet de finir le calcul. Le seul souci du tableau de proportion, c'est dans des exercices plus compliqués que celui-là, où les calculs sont multiples, où les pourcentages peuvent évoluer, et où là, il faudrait à chaque fois qu'on veut faire un calcul, faire un tableau, ce qui pourrait prendre vraiment du temps. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il faut quand même savoir utiliser les formules. Alors, avant d'en arriver là, un exercice qui est plutôt intéressant puisqu'il est lié à un paradoxe bien connu dont on va parler. Un hebdomadaire qui publie chaque année une étude intitulée Quel est le meilleur lycée a réalisé une de ses enquêtes auprès d'une classe de terminale afin de connaître l'évolution du taux de réussite dans ce lycée. Donc, il y avait en 2018 25 élèves dans cette classe de terminale, dont 22 qui allaient passer le bac pour la première fois et 3 redoublants. Parmi les 22 élèves en question, 12 ont eu le bac, c'est un faible taux de réussite, et parmi les 3 redoublants, tout le monde a eu le bac, ce qui nous fait 15 élèves qui ont eu le bac sur les 25 qui étaient dans cette classe de terminale. On trouve donc 10 redoublants pour l'année suivante, qui se retrouvent ici. Donc en 2019, 15 nouveaux élèves arrivent en terminale, il y a les 10 redoublants de l'année d'avant. Sur les 15 arrivés en terminale, 8 auront eu le bac, et sur les 10 redoublants, 9 auront eu le bac. Bon, très bien. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant savoir faire des statistiques avec ces résultats-là. Et là, on a une annonce du proviseur. L'année 2019 marque une progression de plus de 13% de la réussite au bac dans cette classe. Je félicite les professeurs. On va voir. Et il y a un élève qui regarde les mêmes chiffres et qui dit que l'on soit redoublant ou pas, cette année, cela a moins bien marché, je ne félicite pas les profs. En lisant ça, on se dit, entre le proviseur et l'élève, il y en a un des deux qui se trompe. Eh bien non. Ces avis sont contradictoires et pourtant ils sont tous les deux justifiés. Les deux ont raison. Et c'est donc un des exemples multiples, évidemment, pour lesquels on dit les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et oui, évidemment, ça dépend ce qu'on calcule.
et on va voir justement en détail les calculs qu'on peut faire là-dessus. Donc justifiez-les à votre tour et faites-vous une opinion sur les progrès de ce lycée. Eh bien, on va regarder. En fait, le proviseur, il raisonne globalement. Il regarde ce qui s'est passé pour l'ensemble des élèves de la classe de terminale. Qu'est-ce qu'il a calculé? Il a calculé qu'en 2018, 15 élèves ont eu le bac sur 25 qui l'ont tenté. Et 15 sur 25, ça donne 0,6, c'est-à-dire 60% de réussite. En 2019, on est passé à 17 sur 25, ce qui représente 68% de réussite. Donc effectivement, le taux de réussite au bac a fortement augmenté. Bon, fortement c'est subjectif, hein, mais en tout cas, il a augmenté en 2019 par rapport à 2018. Donc c'est indiscutable. Mais le proviseur nous dit qu'il a augmenté de plus de 13%. Or, on voit qu'on est passé de 60% à 68%. Et là, où ça devient délicat, c'est que, encore une fois, le proviseur a raison, malgré ce qu'on peut voir. Alors pourquoi est-ce qu'il a raison? Ben, en fait, on est en train de parler d'un pourcentage d'augmentation de pourcentage de réussite. Et quand on parle de pourcentage, il faut faire attention au langage qu'on emploie. Quand on dit que le taux de réussite est passé de 60% à 68%, on dit qu'il a augmenté de 8 points, et non pas de 8%, ce qui serait faux. Il a augmenté de 8 points. Par contre, le fait de passer de 60 à 68 est effectivement une augmentation de plus de 13%. Parce que si je prends V1 égale 60% et V2 égale 68% et que j'applique la formule V2 moins V1 sur V1, mon résultat vaut 0,133, c'est-à-dire 13,3% environ. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de piège. Passer de 60% à 68%, c'est augmenter de 13%, ou alors c'est augmenter de 8 points. Donc attention au vocabulaire employé. Bon, très bien, le proviseur a raison. Alors pourquoi est-ce que l'élève a raison aussi? Pourquoi est-ce que l'élève se permet de dire que l'on soit redoublant ou pas, cette année, cela a moins bien marché? Donc en 2019, ça a moins bien marché qu'en 2018. Eh bien, regardons maintenant ce qui s'est passé pour les non-redoublants et ce qui s'est passé pour les redoublants. En 2018, les non-redoublants ont un taux de réussite de 12 sur 22, ce qui représente 54,5% de réussite au bac. En 2019, c'est 8 sur 15. 8 sur 15, 53,3%. Les non-redoublants ont eu un taux de réussite qui a très légèrement baissé. Très bien, regardons ce qui s'est passé pour les redoublants. Les redoublants ont eu un taux de réussite de 100% en 2018 et 90% en 2019. Donc le taux de réussite des redoublants a baissé. Et là, on est confronté à un gros souci, c'est que le taux de réussite des non-redoublants a baissé, le taux de réussite des redoublants a baissé, et pourtant le taux de réussite de la classe a augmenté, puisqu'on est passé de 15 sur 25 à 17 sur 25. Donc comment est-ce que c'est possible? Est-ce que je vous ai piégé dans les données? Non, je ne vous ai pas piégé, c'est un paradoxe qui est très bien connu en statistique, qui s'appelle le paradoxe de Simpson, qui veut que le tout peut montrer une évolution contraire à chacune de ses parties. Et ça peut se comprendre beaucoup plus simplement qu'avec ces données-là qui sont peut-être un petit peu complexes, avec des notes tout simplement et des coefficients. Si au premier semestre, vous avez les notes, je vais dire n'importe quoi, 11 et 15, mais que la première est coefficient 4, alors que la deuxième est coefficient 1, eh bien vous allez avoir une moyenne relativement proche de 11. Très bien. Alors que si vous avez des notes qui baissent au deuxième semestre, au lieu d'avoir 11 et 15, vous avez 10 et 14. Mais si le coefficient le plus fort est cette fois-ci sur votre 14, eh bien vous pouvez très bien vous retrouver avec une moyenne qui va être supérieure au second semestre par rapport à votre moyenne du premier semestre. Et donc je vous invite à faire le calcul par vous-même, hein. Premier semestre, 11 coef 4 et 15 coef 1. Vous calculez votre moyenne, donc 11 coef 4, ça fait 44 points, plus 15 coef 1, on tombe à 59 points, divisé par 5 points de coef, ça vous fait 11,8 de moyenne. Vous avez eu 11 et 15, mais votre moyenne est de 11,8. Deuxième semestre,
vous avez eu 10 et 14, mais le 10 est coef 1 et le 14 coef 4. 14 coef 4, ça vous fait 56 points, plus 10 coef 1, vous montez à 66 points. 66 points divisé par 5 points de coef, ça vous fait 13,2 de moyenne. Vous êtes passé de 11,8 à 13,2, alors que vos notes ont été inférieures. Donc effectivement, le tout peut montrer une variation dans l'autre sens par rapport aux différentes parties. Ça dépend des coefficients. Et effectivement, vous avez en 2018 ici 100% de réussite chez les redoublants, mais seulement sur 3 élèves, alors que les 54% de réussite étaient calculés sur 22 élèves. Donc si vous voulez, ce taux de réussite de 54%, il était coefficient 22, alors que le 100% de réussite était coefficient 3. La moyenne générale est taux global de réussite 60%. En 2019, vous avez 90% de réussite coefficient 10 et 53% de réussite coefficient 15. Les coefficients sont beaucoup plus équilibrés et donc bien entendu, le 90% de réussite va faire pencher la balance beaucoup plus fortement vers lui pour le taux de réussite global, ce qui va amener à 68% ce taux de réussite global. Donc voilà, ça peut s'expliquer très bien et j'affiche ça pour qu'il y ait une trace écrite un petit peu de ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez mettre pause et relire un petit peu tout ça. Très bien, sortons du paradoxe de Simpson et voyons maintenant encore une fois des exercices de calcul de pourcentage. Alors voici ici un tableau qui donne en millions de tonnes la production mondiale de 4 céréales pour 5 années. Alors évidemment, entre 1962 et 2000, on s'aperçoit qu'il y a une forte progression des productions de chaque type de céréales. Et donc, on nous demande d'utiliser ces données pour répondre à des questions de taux de variation, sans doute, ou de taux simples. On va voir. Quelle est la céréale dont la production a le plus augmenté entre 1962 et 2000? Alors là, attention, on ne nous pose pas des questions sur les taux, mais juste sur la production. On va voir si, voilà, on va calculer les augmentations. Donc, augmentation pour le blé de 333, de 250 à 583, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte que c'est pour le maïs que la production, enfin l'augmentation en tout cas, était la plus forte. Cette augmentation est-elle aussi la plus forte en pourcentage? Pas forcément, ça se calcule. Donc cette fois-ci, on a une valeur V1 au début, une valeur V2 à la fin, et on nous demande en gros de calculer V2 moins V1 sur V1 dans chaque colonne. Donc de faire 4 fois ce calcul. Pour le blé, 133% d'augmentation. D'accord, V2 moins V1 sur V1, 1,33. D'accord, et donc 133%. Pour le riz, 163,4% d'augmentation. Pour l'orge, 51%. Pour le maïs, 191,2%. C'est toujours le maïs qui représente le plus fort taux d'augmentation. Alors évidemment, j'aurais pu prendre un tableau qui montre un contre-exemple, hein, mais attention, le taux d'augmentation le plus fort ne veut pas forcément dire la plus forte augmentation. D'accord? Si le blé était passé ne serait-ce que de 200 à 583, eh bien l'augmentation aurait été de 383, légèrement inférieure au maïs, et le taux d'augmentation, il y a fort à parier qu'il aurait dépassé celui du maïs. En tout cas, ça se vérifie par le calcul, mais voilà, on peut trouver des exemples. Et encore une fois, si je n'ai pas montré d'exemple qui montre ce genre de différence, c'est parce que je vous incite à en trouver par vous-même. Question 3. Par rapport à la production totale de ces 4 céréales, quelle est l'évolution dans le temps de la production de blé? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous demander là? Il faut surtout, les formules sont toujours les mêmes, hein, donc c'est pas un problème, c'est pas censé être un problème. Ce qui peut être un problème, c'est la lecture de l'énoncé. Par rapport à la production totale de ces 4 céréales, cette fois-ci, je m'intéresse au totaux de chaque ligne. Quelle est l'évolution dans le temps de la production de blé? Et attention, la question commence par rapport. Donc, ça veut dire qu'il y a des rapports à calculer, c'est-à-dire des taux. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quel taux représente le blé par rapport à la production totale, blé, riz, orge, maïs, chaque année. Et on nous demande l'évolution de ce taux. Très bien. Alors, en 1962, c'était 250 sur un total de 769. Donc je fais la division et je trouve que le blé représentait 32,5% de la production totale.
En 1972, 343 divisé par le total de la deuxième ligne me dit 31,4%. En 82, 31,5%. En 1992, 31,5%. En 2000, 30,5%. Donc en fait, la part du blé dans la production globale est très stable. On est quand même sur des chiffres assez similaires, mais montre une faible tendance à la baisse. Exercice 19, lors d'une élection, 44 551 212 personnes étaient inscrites. Il y a eu 22% d'abstention. À l'issue du vote, un candidat a reçu 19 millions, etc. de voix. Quel a été le pourcentage réalisé par ce candidat parmi les votants? Alors, s'il y a eu 22% d'abstention, c'est que les 44 millions de personnes ne sont pas toutes allées voter. Or, nous, on aimerait bien s'intéresser au nombre de votants, donc on va le calculer. 22% d'abstention, ça signifie qu'il y a 78% de votants. Et donc, on calcule 78% de 44 millions de personnes, ce qui fait 34 millions, etc. de personnes. Parmi celles-ci, 19 856 000 ont voté pour le candidat, donc le rapport représente 0,57, soit environ donc 57%. Voilà, le candidat a obtenu 57% des suffrages exprimés. Exercice 20, les experts disent que 25% des accidents graves de bicyclette entraînent des blessures à la tête, et que parmi toutes ces blessures à la tête, 80% sont fatales. Quel pourcentage des accidents graves de bicyclette entraînent des blessures mortelles à la tête? Alors, il s'agit de 80% des 25% des accidents graves. 80% de 25%, on peut le faire de tête, hein, ça représente, si vous voulez, 8 dixièmes de 25%, d'accord? Ou encore les 4 cinquièmes de 25%. Un cinquième, ça représenterait 5%, donc les 4 cinquièmes, ça représente 4 fois 5, 20, 20%. Voilà, donc on peut le tenter comme ça, mais en tout cas, on doit calculer 80% de 25%, c'est-à-dire 80% fois 25%. Alors, lorsqu'on calcule sur des pourcentages, c'est vrai aussi dans d'autres types de calculs, hein, mais en particulier ici, lorsqu'on emploie le mot de, ça implique une multiplication. Et d'ailleurs, le mot pour entraînera toujours une division. 80%, ça veut dire 80 divisé par 100, par exemple. Voilà, donc 80% fois 25%, 80 sur 100 fois 25 sur 100. Vous demandez tout ça à votre calculette, le résultat 0,2, et donc retraduit en pourcentage 20. 20%. En France, en 10 ans, le nombre de jeunes de moins de 20 ans a été multiplié par 0,955. Traduire cette information par un pourcentage de variation. Alors ici, on ne va pas entrer dans des détails de calcul. Simplement, on est en train de nous parler d'un coefficient multiplicateur. Et donc là, il faut bien retenir ce qu'on a vu dans la dernière partie, assez volumineuse d'ailleurs, de la vidéo d'explication de cours. C'est que si V2 est égal à V1 fois 1 plus P sur 100, eh bien ça veut dire que ce 1 plus P sur 100 est un coefficient multiplicateur qui s'applique à V1 pour trouver V2. Par exemple, si V1 est multiplié par 1,2, c'est que V1 augmente de 20%. Si V1 doit baisser de 10%, alors on va le multiplier par 0,9. Voilà, et donc ici, notre valeur V1 a été multipliée par 0,955. Et donc la question est, ce 0,955, c'est le résultat de 1 moins quel taux? 1 moins quoi sur 100? Donc on va décortiquer 0,955 et voir sa différence avec 1 justement. Le coefficient multiplicateur vaut 1 plus t ou 1 plus p sur 100. S'il vaut 1 plus t, c'est que t est égal au coef moins 1. On aura l'occasion de le redire dans d'autres vidéos qui referont appel évidemment à des pourcentages. 0,955 par exemple, c'est 1 moins 0,045. Donc 1 moins 4,5%. Donc ça traduit une baisse de 4,5%. Exercice 22, un magasin de vêtements propose des soldes moins 40%. Le prix normal d'un jean est 48 €. Quel sera son prix soldé? Là encore, on va s'attacher à utiliser directement le coefficient multiplicateur pour bien se familiariser avec lui. Enlever 40%, c'est multiplié par 1 moins 40 sur 100, autrement dit multiplié par 0,6. Donc vous pouvez très rapidement dire, voilà, 48 fois 0,6, résultat 28,8. Voilà, je le paierai 28,8.
Un t-shirt de prix normal 25 € est soldé à 15 €. Est-ce conforme? En gros, est-ce que 25 fois 0,6 est égal à 15? Vous pouvez vérifier rapidement que oui. Ou alors, puisque vous avez V1 et V2, vous pouvez calculer son taux de variation, qui vaut V2 moins V1 sur V1, et qui vaut moins 40%. Effectivement, ça correspond. Une veste est soldée à 108 €, quel était son prix normal? On nous donne V2. On sait que V1 fois 0,6 égale V2, donc V1 est égal à V2 divisé par 0,6. Voilà. N'allez surtout pas prendre la valeur finale et lui rajouter 40%, ça ne fonctionne pas. 108 fois 1,4, ça ne donne pas le bon résultat. D'accord? Donc voilà, surtout, dites-vous bien que s'il y a des soldes de 40%, c'est que vous baissez quelque chose de 40% et que donc un coefficient 0,6 est impliqué. Jamais un coefficient 1,4. 1,4 n'a rien à voir dans nos calculs. Allez, il nous reste 3 petits exercices à voir si je me souviens bien. En septembre, le prix du fioul a augmenté de 4,5%. On prévoit une baisse de 2% entre début et fin octobre. Au 30 septembre, donc pile à cheval entre les 2 mois, il coûtait en moyenne 1,088 €. Combien coûtait-il le 1er septembre? Eh bien, si en septembre il a augmenté de 4,5%, c'est qu'il a été multiplié par 1,045. Et si V1 fois 1,045 a donné 1,088, eh bien, il suffit de faire une division pour aller retrouver le prix initial. Donc 1,088 divisé par 1,045, 1,04115. Combien coûtera-t-il le 31 octobre? 1,088 au 1er octobre. Baisse de 2%, donc il va être multiplié par 0,98. Le résultat de l'opération nous donne un prix P3 de 1,06624. Quel aurait été le pourcentage global de variation sur les 2 mois? Alors, on a deux possibilités, hein. On possède les deux valeurs maintenant, la valeur initiale au 1er septembre et la valeur au 31 octobre. Et donc, on peut les utiliser au titre de V1 et V2 et calculer V2 moins V1 sur V1. Ou alors, on dit, on connaît les deux coefficients multiplicateurs. La valeur initiale est multipliée par 1,045 en septembre et ensuite par 0,98 en octobre. Le produit des deux, donc qui fusionne en un seul coefficient, vaut tant. Et donc, il est représentatif d'un certain taux de variation. Alors ici, donc j'ai préféré utiliser V1 et V2 plus classiquement, hein, V2 moins V1 sur V1. J'ai trouvé qu'on avait une augmentation de 2,41%. Donc attention, une augmentation de 4,5% suivie d'une baisse de 2%, ça ne se solde pas par une augmentation de 2,5%. On n'a jamais le droit de cumuler des pourcentages de variation s'ils ne font pas référence à la même base, ce qui effectivement était le cas ici. Plus 2,5% globalement, non. Plus 2,41% et ça fait toute la différence. Exercice 24. Un article vaut 79 € TTC. Le taux de TVA s'élève à 20%. Quel est le montant hors taxe? Donc le montant hors taxe avant application de la TVA, c'est la valeur V1, est inconnu, mais on sait que multiplié par 1,2, ça a donné 79. Donc, il vaut 79 divisé par 1,2, 65,83 €. Dans un article de presse, on peut lire que le prix du gasoil à la pompe a augmenté, encore le gasoil, successivement de 5%, 8% et 10%, puis a baissé de 15%. Oui, c'était pas du gasoil, c'est du fioul ici. Bref, peu importe. On a des pourcentages de variation successives, comme je viens de l'expliquer dans l'exercice 23. Des pourcentages de variation successives ne peuvent pas être cumulés les uns avec les autres. Ça ne fonctionne pas. Donc vous ne pouvez pas dire 5%, plus 8%, plus 10%, moins 15%, voilà ce qui me reste à la fin. Non, ça ne marche pas. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est que chaque pourcentage de variation donne lieu à un coefficient multiplicateur, et ces différents coefs multiplicateurs, vous avez le droit, eux, de les multiplier entre eux. Donc c'est par eux qu'on passe pour aller plus vite. Donc ça veut dire que cette augmentation-là est une multiplication par 1,05.
puis on a une multiplication par 1,08, puis par 1,10, puis par 0,85. Les 4 coefficients multipliés entre eux donnent un coefficient global de 1,06029. Donc ça veut dire que le prix initial a été multiplié par ce nombre pour atteindre le prix final. Et donc ça traduit une augmentation de 6% environ. Voilà, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais décidé de cumuler mes pourcentages? 5 plus 8, 13 plus 10, 23, 23 moins 15, 8. J'aurais conclu qu'il y a 8% d'augmentation globalement, ce qui est faux. C'est 6% à peu près. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur un certain nombre de points. Donc cette vidéo et la précédente, bien entendu. S'il reste des points obscurs ou si vous avez par ailleurs dans un livre ou sur un site internet, si vous êtes tombé sur un exercice qui vous a laissé perplexe, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, mais surtout commentez, posez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.